Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur mon débat sur l'avortement avec Pierre que j'ai eu récemment sur ma chaîne. Alors déjà, je vais vous faire un petit rappel. Dans cette position, j'ai défendu que tous les êtres humains avaient un droit à la vie et qu'il était donc immoral de les tuer intentionnellement. Et comme l'avortement tue intentionnellement le fœtus ou l'embryon qui est un être humain, euh, il s'ensuit que l'avortement est immoral. C'est ce que j'ai défendu dans le débat. La position de Pierre, c'est de reconnaître que, évidemment, que le fœtus et l'embryon étaient un être humain, mais par contre que pas tous les êtres humains ont un droit à la vie, et qu'il ne suffit pas d'être un être humain pour avoir un droit à la vie, pour ça il faut être une personne. Et Pierre soutient que pas tous les êtres humains sont des personnes. Selon lui, pour être une personne, il faut être un être humain capable de ressentir des sensations physiques ou émotionnelles. C'était sa définition. Or, le fœtus n'étant pas capable de ressentir des sensations physiques ou émotionnelles avant la 13e semaine, il s'ensuit que le fœtus humain n'est pas une personne avant la 13e semaine de grossesse, et donc que l'avortement est moralement acceptable jusqu'à ce stade. Donc je vais faire un petit rappel sur la définition de personne en philosophie, enfin sur la notion de personne. Donc il faut savoir qu'en philosophie, la personne se réfère aux êtres ayant un statut moral particulier. Donc on parle de personnes pour se référer aux individus qui sont sujets à des droits fondamentaux inaliénables, comme par exemple le droit à la vie. Et en philosophie morale comme en droit, les personnes sont considérées comme ayant un statut moral égal. Il n'y a donc pas de hiérarchie parmi les personnes. Alors, j'aimerais ici mettre quelques lumières vis-à-vis de la définition qu'a proposée Pierre par rapport à la personne. Donc d'après Pierre, une personne, comme je l'ai dit, c'est un être humain capable de ressentir des sensations physiques ou émotionnelles. Le problème de cette définition, c'est qu'il existe des adultes humains dans un coma profond, réversible, qui sont incapables de ressentir des sensations physiques ou émotionnelles. Et pourtant, moi, je dirais que ces êtres humains restent des personnes. Donc, cette définition serait exclurait ces êtres humains dans le coma du statut de personne. Et à mon avis, c'est pas quelque chose que on a envie de soutenir. Voilà, du moins si on défend les droits de l'homme. Je propose aussi une autre expérience de pensée pour montrer à quel point la définition que propose Pierre est fausse. C'est la suivante. Donc, on suppose que on donne un sérum à un adulte nommé Fred qui a pour effet de lui faire perdre toutes ses sensations pendant 9 mois. Et que au bout de 9 mois, il se réveillera et il regagnera toutes ses sensations et sa vie pourra reprendre son cours normal. Eh bien, est-ce qu'on doit en conclure que Fred perd son statut de personne pendant ces 9 mois, parce qu'il n'a plus aucune sensation, et qu'il le regagne subitement après s'être réveillé? Eh bien, si la définition proposée par Pierre était vraie, et qu'une personne c'était tout être humain ayant des sensations, alors la réponse à cette question, ça serait oui. Et ça semble absurde. On n'a pas le droit de tuer Fred parce qu'il ne peut plus ressentir quoi que ce soit pendant un certain temps. Et c'est de même pour le fœtus qui, même si pour l'instant il ne peut pas ressentir quoi que ce soit avant la 13e semaine, et bien quelques temps plus tard, il pourra ressentir des choses. Et donc, on ne peut pas le discriminer de son droit à la vie à cause de ça si on ne serait pas prêt à discriminer Fred de son droit à la vie sous prétexte qu'il a avalé ce sérum. Et donc moi, je dirais qu'il serait immoral de tuer Fred pendant cette période, et j'espère que vous aussi. Un autre problème avec la définition proposée par Pierre, c'est celui du spécisme. Donc, je dirais que le fait d'être un être humain n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, bien que ce soit, à mon avis, une condition suffisante. Pour rappel, Pierre nous disait que une personne, c'était un être humain capable de ressentir des choses. Donc, on a vu pourquoi est-ce que la capacité à ressentir des choses n'était pas importante dans le fait d'être une personne, mais j'aimerais critiquer l'aspect sur le fait que Raphaël pense qu'il faut être un être humain pour être une personne. Moi, je pense pas que ce soit une condition nécessaire. Parce qu'on ne doit pas fonder la définition de la personne sur une appartenance génétique particulière. Je dirais que la définition de la personne, elle se doit d'être neutre en matière d'espèce. Donc là-dessus, tous les philosophes pro-avortement qui travaillent un petit peu sérieusement sur le sujet moral de l'avortement, ils sont d'accord.
Singer, Tooley, McMahon, Gubilini et Minerva vont tous vous dire dans leurs écrits que ça serait pas bien de discriminer certaines espèces du statut de personne juste à cause de leur appartenance génétique. Donc le fait d'être un être humain, c'est pas une condition nécessaire pour être une personne. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas de nature humaine. Donc par exemple, je dirais que si Shrek ou Superman existaient, eh ben ça serait des personnes, ils auraient un droit à la vie, bien que ce ne soient pas des êtres humains. J'espère que vous êtes prêts à reconnaître que Shrek et Superman, s'ils existaient dans le monde réel, ils auraient quand même un droit à la vie, on n'aurait pas le droit de les tuer ou de les discriminer du statut de personne juste parce qu'ils ne sont pas des êtres humains comme nous, juste parce qu'ils ne sont pas des membres de l'espèce Homo sapiens. Et donc de même, si on découvrait un jour dans l'univers certaines créatures rationnelles comme nous, eh bien on ne devrait pas leur retirer leur statut de personne sous prétexte qu'ils ne sont pas des êtres humains comme nous. Donc je dirais que la définition de Pierre discrimine a priori toutes les espèces non humaines du statut de personne, et c'est en cela qu'elle est spéciste, et que même les philosophes pro-avortement utilitaristes comme Peter Singer objecteraient face à ce genre de discrimination. Et donc si Pierre admet cette critique, et il admet qu'il faut rester neutre en matière d'appartenance génétique pour définir ce qu'est une personne, et qu'il veut redéfinir du coup la personne comme étant tout être capable de ressentir des choses, tout individu capable de ressentir des choses, eh bien cette définition impliquerait à son tour que les rats et les pigeons seraient des personnes. Et ça semble absurde, parce que si vous pensez que les rats et les pigeons sont des personnes, et que les personnes sont égales en dignité, bah, ça signifie que celui qui tue un rat ou qui tue un pigeon est coupable du même meurtre que si quelqu'un vous avez tué, vous et moi. Et ça n'a aucun sens, hein. Si quelqu'un tue un pigeon ou un rat dans son garage, c'est pas le même criminel que celui qui tue quelqu'un dans la rue. Donc ça montre bien que les pigeons et les rats ne sont pas des personnes, qu'ils n'ont pas le même statut moral que vous et moi. Et donc que même cette définition modifiée, elle serait défectueuse également. Et donc, en conclusion, je dirais que Pierre a échoué dans le débat, à discriminer le fœtus du statut de personne. Sa définition, donc, euh, être humain capable de ressentir des choses, repose sur des fondements qui sont spécistes, parce qu'elle discrimine toutes les espèces qui sont non humaines. Et je dirais que la capacité à ressentir de la douleur n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, comme on l'a vu avec l'expérience de pensée avec Fred qui prenait le sérum qui lui faisait perdre toutes ses sensations pendant 9 mois pour les regagner juste après. Voilà, donc je pense que ces critiques réfutent suffisamment la définition de la personne qui l'a proposée, et en cela, je pense que il n'a pas réussi à montrer que le fœtus n'était pas une personne.